J'ai 5 ans. Salut à tous, on fête exactement aujourd'hui, jour pour jour, les 5 ans de cette chaîne YouTube, 5 ans de gaming, NBA 2K, 5 ans de tutos, 5 ans de basketologie, 5 ans où on a parlé d'attaque, où on a parlé de défense, où on a essayé d'analyser les forces, les faiblesses des équipes NBA, 5 ans où on a fait aussi un petit peu de basket IRL, avec une vidéo sur le tir, une vidéo sur le 1 contre 1, 5 ans d'analyse via les stats avancées de l'intersaison des équipes, 5 ans de Gaming Live, 5 ans de MyGM qui s'appelait avant mon association, 5 ans de MyPlayer avec un meneur, avec un arrière, avec un ailier fort, avec un pivot, 5 ans de live Twitch, et puis c'est aussi 5 ans d'arrachage de cheveux sur les errances de l'IA, et puis c'est aussi 5 ans de buzzer beater, 5 ans de matchs complètement fous, 5 ans de Nimpologie, 5 ans où on aura passé vraiment de super moments ensemble. Alors je tenais à vous remercier, même si c'est toujours un petit peu démago de faire ça, mais merci de votre soutien indéfectible, merci d'avoir été à mes côtés pour certains d'entre vous depuis justement NBA 2K12, depuis les premières vidéos. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, je ne sais pas où on sera dans 5 ans, qui le sait, mais toujours est-il que les plus belles années sont devant nous. Je vous propose, comme promis, pour cette vidéo spéciale sur les 5 ans de la chaîne, une petite séquence FAQ, une petite foire aux questions. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions. Il y a un peu plus de 200 questions qui m'ont été posées en 3-4 jours, donc je n'ai pas pu répondre aux 200 questions, donc ne soyez pas déçus si votre question n'a pas été sélectionnée. J'en ai sélectionné une petite vingtaine sur YouTube, une dizaine sur Twitter. Toutes les questions étaient vraiment intéressantes, étaient vraiment pertinentes. J'ai fait le choix d'essayer de répondre à celles qui revenaient d'une manière récurrente et à celles que je trouvais les plus intéressantes. Je vous remercie encore et comme d'habitude, bon match à tous. Alors première question dans cette FAQ spéciale 5 ans de MS Kétiar qui me demande: toi qui aimes le beau basket collectif, pourquoi tu n'essayes pas de faire une équipe pro AM avec le même état d'esprit que toi? Alors c'est vrai qu'on me demande souvent de faire des vidéos sur ce mode. Moi je ne joue pas spécialement en ligne parce que je n'ai pas le temps. 2, c'est compliqué effectivement de fédérer des joueurs qui vont jouer dans le même état d'esprit. Et puis, je préfère me prendre la tête face à l'IA, homme versus machine, que dans des matchs homme versus homme. Voilà pourquoi je ne fais pas spécialement de vidéos sur les modes de jeu en ligne. Deuxième question de Flo D. Au niveau de la basketologie, comme tu dis, est-ce que tu as kiffé l'équipe des Kings de Sacramento avec Weber, Williams, etc. malgré un style de jeu rocambolesque et NBA Jam, mais altruiste et spectaculaire? Alors c'est très intéressant parce que cette équipe des Kings, effectivement, des années 2000-2002, était une équipe des Kings qui jouait justement avec l'attaque de Princeton, qu'on a développée il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc effectivement, c'était une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de beaux jeux collectifs, il y avait une belle fluidité en attaque, sur des mécanismes qui étaient entre guillemets relativement simples, hein. C'est des passes et vas, c'est je passe, je coupe. Voilà, la structure n'était pas extrêmement complexe, mais il proposait vraiment un basket de qualité. Par contre, à l'époque, j'étais un fan des Lakers, donc en tout bon fan des Lakers qui se respecte, je détestais les Kings, et mon petit plaisir, c'était de voir les Lakers torturer les Kings. Et à ce titre, effectivement, l'équipe de Sacramento a été sortie 3 années de suite en play-off par les Lakers, ce qui a fait mon grand plaisir. Mais avec le recul, effectivement, cette équipe des Kings était une équipe super intéressante et qui mérite sa place dans l'histoire, entre guillemets, de la basketologie. Troisième question, de Penta Hugo. Quelle est ton équipe préférée?
Continue, tes vidéos sont super sympas et intéressantes. Merci Penta. Alors on me demande souvent, c'est pour ça que j'ai affiché cette question, on me demande souvent quel est mon joueur, quelle est mon équipe préférée. Eh bien je n'en ai pas. J'ai passé en fait, si vous voulez, le stade ou l'âge où on est fan d'un joueur ou d'une équipe. Je suis un spectateur opportuniste et en fonction des performances de telle ou telle équipe, en fonction du style de jeu qu'elles vont proposer, de leur niveau de basketologie, eh bien, elles vont m'intéresser ou pas. Et c'est comme ça que vraiment je détermine mon intérêt plus qu'en étant vraiment un fan loyal et invétéré. Autre question de Hals Boucault. Félicitations Blythe pour les 5 ans. Étant fan des Clippers, penses-tu qu'il pourrait aller en finale de conférence, voire plus? Alors, on m'a posé beaucoup de questions sur des pronostics. Que va faire telle équipe? Que va faire tel joueur? Qui sera MVP? Qui sera rookie de l'année? Alors, si vous me connaissez depuis quelques années maintenant, vous savez que j'ai horreur du charlatanisme. Et malheureusement, le net et les sites de basket sont remplis de 10 heures de bonne aventure. Et comment voulez-vous, alors qu'on n'a pas vu un seul match de saison régulière, qu'on n'a aucune idée des forces et des faiblesses en présence, qu'on ne sait même pas quels vont être les effectifs définitifs des équipes qui vont s'affronter en play-off, comment voulez-vous que sérieusement on puisse proposer des pronostics sur les 30 équipes de la NBA ou sur les performances d'un tel ou d'un tel? Moi, en tout cas, d'une manière entre guillemets rigoureuse et fiable, je ne me sens pas capable de le faire. Donc, si vous voulez vraiment mon pronostic sur, on va dire, la finalité de la saison, c'est-à-dire qui en gros va arriver dans le dernier carré, ça ne sera possible pour moi en le faisant vraiment de manière sincère et fiable qu'à partir de février. Donc voilà, moi c'est un terrain sur lequel je ne m'engouffrerai pas parce que j'ai pas de boule de cristal et à ma connaissance personne non plus en observateur de la NBA n'en a, donc c'est quelque chose que je n'aime pas faire parce que ça n'a aucune fiabilité et c'est vraiment du hasard. Dire telle équipe va faire ça, telle équipe va faire ça, autant aller gratter un tac au tac ou aller jouer au loto, on aura plus de pertinence d'en tirer quelque chose. Alors évidemment, Warriors, Cavs, peut-être Spurs, peut-être Clippers, peut-être Celtics, peut-être Pacers, voilà, c'est des équipes qui vraisemblablement devraient faire quelque chose cette saison, mais mis à part Warriors et Cavs, dont on est plus ou moins sûr qu'ils vont aller assez loin, très honnêtement, je ne prendrai pas le risque, au risque de passer vraiment pour un clown, de vous donner d'autres pronostics. Après, pour la question vraiment de Hals Boucault concernant les Clippers, je pense qu'effectivement, avec le départ de Duncan, les Spurs vont perdre en qualité défensive. Ça risque de les impacter un petit peu. Et puis avec la ligne arrière, Tony P, Ginobili vieillissante, c'est pareil, je ne vois pas les Spurs en capacité de maintenir les performances de l'année dernière. Et du coup, il faut s'attendre à l'Ouest à avoir un carré, entre guillemets, sur les 4 premières places, peut-être entre les Warriors, les Grizzlies, les Spurs, du coup, et pourquoi pas les Clippers. Donc les Clippers devraient être en capacité de jouer des coudes à l'Ouest. Question de Jeremy Muggan. Bon anniversaire à la chaîne. J'ai 2 questions. Alors, attention. Attention, il y a une règle, elle était très simple, si on ne pose qu'une question. Donc, sur certains commentaires, certaines questions multiples, j'en ai choisi qu'une seule. Donc là, je me suis attardé sur la première question de Jeremy qui me demande « Tu te réveilles un matin dans la peau d'Adam Silver, quelles sont les premières décisions et tes attentes en tant que nouveau boss de la Ligue ?» Question très intéressante. Et effectivement, si en gros j'étais Adam Silver, qu'est-ce que je ferais pour faire changer la NBA? Déjà, je m'efforcerai du mieux que je peux à proposer une harmonisation des règles entre la NBA et la FIBA. Ce n'est pas normal que dans un sport aussi international et aussi populaire que le basket, il y ait encore 2 règles qui cohabitent sur le plan mondial. C'est pour moi une aberration. Ça ne serait pas compliqué, chacun fait un petit effort. La NBA met en place la règle FIBA sur le rebond offensif. On supprime le basket interférence. Dès qu'un tir a touché le cercle, n'importe qui peut aller faire soit une claquette dunk, soit arracher un rebond même s'il est au-dessus du cercle. Deuxième règle, on passe tout le monde en 4x12. On arrête de jouer en 4x10 minutes en FIBA parce que
pour un souci de logique, on va dire on est sur un multiple de 4, on a 4 cartons, une horloge de 24 secondes et on joue en 4 fois 12 minutes, donc en 48 minutes. Il y a une forme de logique, si vous voulez, à avoir des cartons de 48 minutes. Donc 6 fautes individuelles pour chacun. Par contre, la NBA adapte la règle FIBA qui consiste à faire qu'une faute technique compte comme une faute individuelle. Et puis, au niveau des temps morts, la NBA prend la règle FIBA, à savoir un temps mort par carton plus 2 temps morts dans le dernier carton. Et comme ça, on en a fini des matchs à rallonge où dans les 2 dernières minutes, on peut dégainer 4 temps morts entre les pleins et les 20 secondes. Et on a des matchs qui n'en finissent pas, sachant que les 2 équipes peuvent du coup prendre 8 temps morts. Voilà quelle serait ma première décision en tant qu'Adam Silver. Après, il y aurait d'autres décisions économiques, mais ça, entre guillemets, ça serait secondaire. Alors, question de Zoro Roronoa. Salut Black, merci pour ton travail, tes vidéos sont géniales. Et je voulais te demander ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Alors effectivement, on l'avait peut-être déjà évoqué dans la dernière FAQ, je ne m'en souviens plus, mais la genèse de Blight Likes NBA 2K, elle prend effectivement sa source vers la fin donc, de l'année 2011, juste après la sortie de NBA 2K12, qui à l'époque avait reçu vraiment de très bonnes critiques. Et moi j'étais relativement actif à l'époque sur les forums de jeuxvideo.com et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une nouvelle population de joueurs qui n'étaient pas du tout des connaisseurs du basket, qui avaient envie d'essayer NBA 2K parce que le jeu avait de très bonnes critiques et qu'ils avaient envie d'y jouer au même titre que moi, je pourrais avoir envie de jouer à un jeu sur la NFL ou un jeu de sport, un UFC, parce que le jeu a des très bonnes critiques, même si je n'y connais rien dans ces sports. Et je me suis rendu compte que effectivement, ces joueurs qui prenaient en main NBA 2K12 étaient complètement perdus. Parce qu'il n'y a pas de didacticiel dans le jeu et parce qu'il y a tellement de mécanismes finalement réalistes tirés du basket que eh bien, sans un minimum de base, eh bien, on n'a pas les clés pour réussir à jouer correctement. Donc plutôt que de systématiquement passer du temps sur les forums à répondre aux joueurs qui étaient perdus en disant voilà, pour le pick and roll, tu peux faire ça, en attaque, tu peux faire ça. Je me suis dit, je joue sur PC, j'ai un micro, j'ai Fraps à l'époque, logiciel de capture. Je vais faire un petit tuto. Au début, c'était sur le pick and roll. Je vais faire un petit tuto et puis comme ça pourra aider tous ces joueurs. C'était pas plus ambitieux que ça, c'était juste pouvoir aider les nouveaux joueurs. Et puis dans la foulée, j'ai fait d'autres tutos sur l'attaque, sur les tactiques rapides, sur la défense, sur les types de défense, pour justement pouvoir aider un petit peu tous ces nouveaux joueurs, bien souvent des déçus de FIFA, qui avaient envie de s'essayer au basket, parce que moi, plus il y a de gens qui s'intéressent au basket, plus je suis content. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, pour avoir des nouveaux sujets à aborder, pour pas faire des choses redondantes, parce qu'au bout d'un moment, vous avez parlé du pick and roll dans une vidéo, c'est compliqué d'en reparler dans une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc j'ai commencé à faire des gaming live, j'ai commencé à parler un petit peu du mode MyGM, du mode, à l'époque ça s'appelait mon association, du mode association. J'ai commencé à faire un petit peu de MyPlayer. Après, on a bifurqué dans les analyses intersaison équipe, sur des petits tutos du coup IRL, sur la vidéo sur le tir. Et puis voilà la suite, vous la connaissez. Alors, question maintenant de DoomDims33. Alors, salut Black, je ne mets que rarement des commentaires sur ta chaîne. Mais Dieu sait que je prends du plaisir à regarder tes vidéos. J'adore et je respecte ton travail, continue comme ça. Merci DoomDims. Maintenant, j'ai 2 questions. Alors, je n'en garderai qu'une, c'est la règle. Laquelle j'avais décidé de garder, je ne sais plus. Oui, c'est la deuxième. Toi qui aimes le jeu collectif à sa juste valeur, regardes-tu aussi de l'Euroleague ou des matchs au meilleur niveau européen? Alors, non, je ne regarde pas de basket européen parce que déjà, malheureusement, vous le savez, mais je manque de temps. Donc c'est déjà assez compliqué de suivre les matchs NBA, donc c'est encore plus compliqué d'essayer de faire les deux, NBA plus Europe. Et puis, même si le basket européen est
effectivement assez intéressant sur le plan tactique parce qu'il y a beaucoup plus de systèmes, le jeu est plus structuré, un petit peu plus posé, parce que les équipes jouent moins de matchs, elles ont plus le temps de s'entraîner, donc évidemment, plus on s'entraîne, plus on peut construire et proposer quelque chose en attaque. Par contre, ce qui me gêne avec le championnat européen, c'est que ce sont systématiquement les clubs qui ont les plus gros budgets qui, au final, soulèvent la coupe. Et ça m'embête parce que ça formate un petit peu, vraiment je caricature, mais ça formate un petit peu l'intérêt de ces championnats. Donc voilà pourquoi je ne suis pas très très fan des championnats européens ou autres, mais c'est notamment par manque de temps. Voilà. Alors, question de X Demoniacs. Salut Blight, encore merci pour toute cette culture NBA que tu nous fais parvenir de vidéo en vidéo. Alors, pareil, il y avait 2 questions, mais j'en sélectionnerai qu'une. C'était la première. As-tu des livres ou même des sites à conseiller pour approfondir nos connaissances stratégiques? Un livre nous expliquant l'attaque en triangle ou encore les évolutions tactiques, etc. etc., etc. Ok. Alors, je n'ai pas de bibliographie comme ça spontanément à vous proposer. Même s'il y a plein de livres, notamment le livre sur Winter, on va y arriver, sur l'attaque en triangle qui s'appelait à l'époque la triple post offense, l'attaque au triple poste. J'ai pas de bibliographie comme ça qui me vient dans l'immédiat. Je ne saurais trop vous conseiller, mais j'imagine que vous la connaissez déjà, la chaîne de Coach Nick, Bible Breakdown, qui est extrêmement pédagogique et qui permet déjà de comprendre plein de choses. Par contre, il faut parler anglais, vous l'aurez compris. Il y a plein aussi, mais c'est toujours dans la galaxie anglophone, il y a plein de chaînes à l'image de Bible Breakdown qui font des petits breakdowns, des petites analyses, des petits décorticages de séquences d'action placées ou de séquences de défense. C'est super intéressant. Dites-vous bien que si vous êtes un jeune aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire que je n'avais pas quand j'étais adolescent. C'est que grâce à Internet, vous avez accès à tout ce qu'il est possible de consulter en termes de contenu pédagogique sur le basket. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez apprendre sur le basket grâce à Internet. Donc, creusez un petit peu, allez sur les forums. C'est beaucoup en anglais. Donc, travaillez votre anglais. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et vous apprendrez comme ça plein de choses via l'Internet. Ricardo qui me dit « Félicitations, notre Blight National. Petite question, si tu ne devais citer qu'un joueur équipe coach, lequel va nous impressionner cette saison ?» Je ne saurais que trop vous conseiller d'être attentif aux Minnesota Timberwolves cette année. Parce que je pense qu'avec l'arrivée de Thibodeau et la montée en puissance d'Anthony Towns, de Wiggins, de Chris Dunn, de Lavine, cette équipe des Wolves va vraiment être à surveiller. Après, parallèlement à ça, de ce que j'ai pu voir de la pré-saison jusqu'ici, j'ai bien aimé ce que j'ai vu du côté des Celtics et du côté des Pacers. Donc si vous aimez la basketologie, intéressez-vous à ces 3 équipes. Elles seront vraiment à suivre sur la saison prochaine. Citoyen du monde qui me dit « Salut Blight, je te suis depuis tes débuts ou presque, encore merci. C'est toujours intéressant et instructif. Question, j'aimerais savoir à partir de quand tu as commencé à t'intéresser à ce sport et quelles en ont été les raisons ?» Alors, au plus lointain que je me souvienne, j'ai commencé à faire du basket, j'étais en CM2. J'étais en CM2, donc ça fait un sacré petit bout de chemin. Pourquoi j'aimais bien ça? Alors, ça m'a plu au début pour plein de raisons. Déjà parce que ça n'était pas très connu. Il y a une démarche un peu snob, mais effectivement le fait que ça soit pas très très connu, pas très très pratiqué, on sortait un peu du foot, du tennis, et ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien d'explorer quelque chose un petit peu à contre-courant de la tendance. Et ensuite, alors d'une manière plus générale, je me suis déjà posé la question, c'est un peu une psychanalyse, mais pourquoi tu aimes le basket? J'aime le basket, on va dire, pour 3 raisons. La première, c'est que c'est un sport qui est extrêmement technique. Si vous décidez à vous mettre au basket, le premier jour, enfin, vous comprenez le premier jour où vous essayez d'en faire que ça ne s'improvise pas et que c'est des années et des années de travail. Donc il y a une vraie technicité. La deuxième, c'est que
il faut à la fois exceller individuellement et il faut réussir aussi à se projeter, si vous voulez, sur un terrain et à réagir en fonction des autres. Donc il y a une capacité à se projeter dans l'espace et à évoluer dans l'espace, interagir, lire ce que font les autres, qui, je trouve, est extrêmement enrichissant et exigeant sur le plan de la démarche intellectuelle. Donc c'est vraiment un peu de la masturbation intellectuelle, là, ce que je vous explique. Mais le fait de s'imaginer sur un terrain et non seulement de se dire je vais faire moi-même, je vais faire ça, mais en plus je vais essayer de réagir et d'interagir en fonction des mouvements des autres, je trouve que c'est super intéressant. Et la troisième raison pour laquelle j'aime bien et j'ai tout de suite accroché dans le basket, c'est qu'il y a en fait un paradoxe qui est absolument hallucinant quand on y pense entre l'exigence de puissance, si vous voulez. Imaginez un athlète, un basketteur, vraiment le prototype du basketteur, 2 mètres 100 kg. Imaginez un petit peu la puissance qu'il peut dégager quand il sprint, quand il avance vers le cercle, quand il défend. Imaginez tout ce que ça dégage en puissance, et sorti de cette puissance énorme, il faut réussir, c'est un peu un effet entonnoir, il faut réussir à canaliser cette puissance pour la convertir en de l'adresse, en un petit fouetté du poignet pour tirer, qui va demander extrêmement de retenue et extrêmement d'adresse. Et quand on y pense, c'est complètement antagoniste, beaucoup plus, je trouve, antagoniste que par exemple dans le football, même si je n'y connais rien en foot, où finalement vous avez de la puissance pour avancer, et puis vous convertissez cette puissance en une autre puissance pour aller miner dans le ballon et aller déclencher une frappe la plus puissante possible. Dans le basket, c'est pas comme ça, c'est que cette puissance qui se dégage d'un athlète, eh bien, il faut la convertir à un moment en du toucher, en de l'adresse. Et cette capacité finalement à canaliser cette puissance, souvenez-vous de la pub, c'était Goodyear je crois, sans maîtrise la puissance n'est rien. Je trouve que ça résume bien le basket, et cette capacité à maîtriser cette puissance, moi ça me fascine toujours. Je trouve ça toujours fascinant, voilà pourquoi j'aime beaucoup le basket. Alors, prochaine question de Farfadet hors des sentiers torturés. Alors, salut Black, petite question a fait dégager ce nuage sur toi. C'est vrai que c'est un petit peu nuageux aujourd'hui, mais tout va bien. Si tu ne veux pas y répondre car trop perso, je comprendrai, mais je demande quand même. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. C'est effectivement un petit peu ma devise. Il y a 2 questions. Il y a 3 questions. Quelle étude as-tu faite? Quelle est ta profession, ou au moins le domaine dans lequel tu travailles? Alors, quelle étude j'ai fait? J'ai fait une école de commerce. Quelle est ma profession? C'est très simple, j'essaye de transformer 50 centimes en 1 euro. C'est pas tous les jours facile, mais voilà pourquoi à quoi je suis payé. Alors, Gabriel Decool me demande: tu nous as dit dans ta vidéo 20 000 abonnés que Blight est la contraction de Black et de White. Souhaitant garder le mystère, tu nous avais dit, je cite, « Je vous expliquerai pourquoi j'ai ce pseudo dans la vidéo FAQ des 100 000. Étant donné la conjoncture des abonnés et vu que 5 ans, ça représente un anniversaire magique qui n'arrive qu'une fois dans la vie, peux-tu nous en dire plus ?» J'avais dit qu'on le réservait pour les 100 000 abonnés. J'avais dit qu'on le réserverait pour les 100 000 abonnés, et je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Voilà. Lucas M, qui me dit: Blight, j'aimerais savoir ce que tu penses de la théorie de Wax qui est la suivante. La NBA d'aujourd'hui, le jeu rapide en première intention, les shoots longue distance, le small ball n'est qu'une passade, comme les années 80-90 avec le jeu plus que physique, voire violent, et que comme dans ces années-là, quelqu'un ou quelque chose pourrait solutionner cette partie de jeu un peu trop mise en avant ces dernières années, comme Jordan l'avait fait contre les Buy Boys de Détroit par exemple. En clair, penses-tu que le jeu pourrait revenir à du demi-terrain classique si la défense sur ce genre d'attaque moderne s'améliorait? Alors, il y a 2 questions en une. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà effectivement réagi dans le cadre de live, je pense que c'était sur Twitch, sur effectivement la tendance actuelle. On est un petit peu dans l'âge d'or des arrières, où effectivement, quand vous regardez les meilleurs marqueurs de la ligue, vous n'avez quasiment que des extérieurs, et où l'attaque
au jour d'aujourd'hui, elle est priorisée par le tir à 3 points. Regardez sur les dernières années, les 4 équipes qui sont arrivées au bout, donc quand je dis au bout, c'est en finale de conférence, étaient souvent des équipes qui avaient le ratio avec le plus grand nombre de tirs tentés à 3 points par rapport aux tirs tentés à 2 points. Alors, cette tendance, elle est arrivée en NBA, pourquoi? Parce qu'avec le développement des stats avancées, qui n'existaient pas dans les années 80-90, ou qui étaient encore balbutiantes, qui n'étaient pas encore beaucoup analysées telles qu'elles le sont aujourd'hui, avec le développement des stats avancées, les scouts, les coachs, les assistants coachs, sont allés réfléchir à la question suivante: à partir de quel endroit du terrain j'ai un panier marqué, si vous voulez, rapporte le plus. À partir de quel endroit du terrain, quand je marque, je suis le plus rentable, ou je suis le plus efficace. Et ils sont arrivés à 2 conclusions. Soit je suis sous le panier et je dunk, et j'ai 80% de réussite au tir, soit je suis au-delà de la ligne à 3 points, et effectivement je suis qu'à 35% de réussite au tir, mais attention, si je mets un panier, il vaut 3 points. Et ils sont arrivés à la conclusion que les endroits les plus rentables en termes de points par possession, c'est cette stat avancée que j'aime bien, qui est très très révélatrice, c'est soit en dessous du panier, soit à 3 points. Donc, ils ont, en toute logique, et comme effectivement n'importe quelle personne pragmatique le ferait, en toute logique, ils se sont dit, mais ça sert à rien de tirer à mi-distance. Les tirs à mi-distance, c'est les moins rémunérateurs. Donc, soit les mecs, on dunk, soit on tire à 3 points. Maintenant, il y a eu des dérives. Et je pense que la NBA, telle qu'on est en train de la vivre à l'heure actuelle, est en train de dériver. Mais pourquoi elle dérive? Pourquoi, effectivement, il y a de plus en plus d'équipes NBA qui finissent les matchs avec des 5 ultra small ball où le pivot sur le terrain est en fait un ailier? Pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a à l'heure actuelle plus personne en NBA qui est capable de sanctionner des équipes qui joueraient petit avec un grand à qui on donnerait le ballon en poste bas et qui irait martyriser un joueur qui fait 20 cm de moins que lui. Dans les années 90, à une époque où il y avait Robinson, Olajuwon, Shaq O'Neal, Alonzo Mourning, Rick Smith, Pat Ewing, même un Mutombo, quand vous aviez comme ça un âge d'or des pivots, n'importe quelle équipe qui en face alignait un 5 où le plus grand joueur faisait 2 mètres, ils se faisaient atomiser parce qu'ils auraient servi l'intérieur au poste bas. L'intérieur au poste bas en 1 contre 1 face à un joueur de 20 kg de moins, 20 cm de moins, eh bien, aurait facilement marqué un panier. En face, ils auraient été obligés de faire prise à 2. Derrière, ça décale la défense et l'équipe small ball se faisait exploser. Donc pour moi, cette ère du small ball, c'est ce que je vous avais déjà dit sur Twitch, elle prendra fin dès lors qu'il y aura 4 ou 5 pivots qui sont capables de marquer à partir du poste bas, de haut panier. Dès lors que on a retrouvé ces joueurs, et moi je suis convaincu que dans les 4 ou 5 années à venir, dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue, il y aura à nouveau 3 ou 4 pivots. Dès lors qu'on aura retrouvé ces 4 ou 5 joueurs qui dominent à partir du poste bas, de haut panier, et qui sont un peu les tours de contrôle de l'attaque, comme l'étaient des Shaq O'Neal, des Olajuwon, des Robinson, des Ewing, et tous ces grands pivots, dès lors qu'on a retrouvé ces joueurs, le small ball c'est fini. Et on retrouve une NBA, alors où ça continuera de tirer beaucoup à 3 points, parce que la relation intérieur-extérieur fait qu'on est plus focalisé sur la défense des intérieurs, donc ça ouvre des paniers de loin. Mais globalement, le problème sera résolu comme ça. Donc, pour répondre à la question, oui, tout ça, c'est des cycles. Et oui, on va revenir à un jeu qui redeviendra entre guillemets classique, mais qui dépendra de l'arrivée en NBA de nouveaux grands pivots. Nouvelle question de Alex Haftman-Boutlou. Black, j'adore ta chaîne, merci. As-tu fait du basket? Si oui, à quel niveau? Cet aspect du basket très stratégique et très intéressant, tu t'y es intéressé tout de suite après t'être intéressé au basket ou bien tu as découvert cet aspect plus tard? Alors, pour répondre à la deuxième question, on va dire, si on peut, s'il y a une forme de développement d'un fan de la NBA ou d'un amateur du basket, je suis passé par toutes les étapes classiques. J'imagine comme vous. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à la NBA, c'était pour ce que j'appellerais maintenant les mauvaises raisons. Mais c'était pour le côté spectacle. C'était pour « oh super les dunks, oh super les crossovers, oh super les contres ». C'était pour le spectacle. Et puis, au fur et à mesure que se développaient un petit peu mes connaissances sur le jeu,
j'ai commencé à me rendre compte que ce qui me faisait m'intéresser à la NBA, c'était des mauvaises raisons. Parce que ça n'est que la partie, entre guillemets, visible de l'iceberg. S'il y a un beau dunk, c'est pas une fin en soi, c'est la suite de plein d'autres étapes. Et à contrario, s'il y a un joli contre, ça n'est pas une fin en soi, c'est la suite de plein d'autres étapes. Et c'est en fait sur comment on arrive au beau dunk, comment on arrive au beau contre, sur toute cette construction-là que j'ai commencé ça a commencé à m'intéresser. L'aspect tactique aussi a de plus en plus commencé à m'intéresser. Bref, de moins en moins de glamour et de plus en plus de sueur, de plus en plus effectivement de travail de l'ombre. Et c'est comme ça que effectivement les tactiques, les stratégies ont commencé à m'intéresser, que les stats avancées qui sont extrêmement révélatrices ont commencé à m'intéresser. Mais c'est un cheminement qui pour moi se fait étape par étape. Et je n'ai pas échappé à ces étapes-là, comme la plupart des gamins qui regardent la NBA aujourd'hui. Dès que je voyais un joueur faire un gros dunk, ça devenait mon joueur préféré. Dès qu'on voyait un joueur mettre 50 points, je pensais que c'était le meilleur joueur de la ligue. On gagne en maturité aussi en tant que spectateur NBA pour peu qu'on arrive à faire évoluer un petit peu ces grilles de lecture. Et quand vous regardez un match, il y a au moins 4 ou 5 grilles de lecture. La première, c'est on voit que le panier. La deuxième, on voit la passe décisive. La troisième, on voit le petit écran sans ballon. On voit le petit travail tactique du coach. Le quatrième, c'est on se rend compte que sur les match-ups, un tel était face à un tel pour ça. Vous voyez, il y a des grilles de lecture et plus vous avancez dans le temps en tant que spectateur, plus normalement vous devez aller plus loin dans vos grilles de lecture. Donc voilà comment ça se passe. Après, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On ne se lève pas lundi en disant oh, mon meilleur joueur, mon joueur préféré, c'est James Harden. Et le lendemain, on se réveille en disant non, mais en fait, mon joueur préféré, c'est Jimmy Butler. Voilà. Alors, NBA Made in France, qui me dit bravo encore pour les 5 ans. Il est plus de 25 000 abonnés. Je voulais juste savoir à quel coach actuel ou ancien tu ressemblerais ou tu aimerais le plus ressembler si tu coachais en NBA. Alors, question très intéressante. Alors, petite parenthèse, mais je suis à des années-lumière, à des milliards de galaxies d'avoir le niveau pour ne serait-ce que coacher à un niveau, on va dire, semi-professionnel en France. Donc la NBA, c'est encore moins vrai. Mais si par contre, j'étais un coach NBA, ma philosophie se rapprocherait de ce que Bozidar Maljković avait pu faire avec le CSP Limoges. Attention, ce message s'adresse aux plus anciens d'entre nous. En gros, c'est un basket ultra défensif, extrêmement lent, où en attaque, on va quasiment au bout de l'horloge à chaque possession, avec beaucoup de passes pour complètement épuiser la défense adverse. Et à contrario, on est des vrais pitbulls en défense. Voilà ce que serait ma philosophie. Maintenant, vous l'avez compris, ça me permettrait de coacher 2 semaines en NBA. Parce que, les joueurs n'adhéreraient pas du tout à ce système où c'est très défensif et où c'est très structuré en attaque. Donc, au bout de 2 semaines, j'aurais tous les cadres de l'équipe face à moi. De 2, les fans trouveraient ça super chiant et boudraient mon équipe. Et du coup, je me ferais virer par le propriétaire. Et de 3, la ABC, ESPN, qui paye des droits télé monumentaux pour diffuser les matchs, ne voudrait pas diffuser mes matchs parce qu'ils ne sont pas du tout spectaculaires et du coup l'équipe dont j'aurais la main ferait faillite. Mais je suis sûr qu'avec un tout petit peu de volonté, de latitude et d'envie, cette philosophie-là pourrait amener beaucoup de résultats. Mais nul doute que ça ne prendrait pas en NBA. Alors question de Emmanuel. Salut Black, bravo pour la pérennité, merci. Je n'aurai qu'une question. Quelle est l'équipe qui t'a procuré la plus grande émotion en termes de basketologie? Alors, très intéressante question. Il y a effectivement, comme ça a été mentionné par Emmanuel, les Spurs de 2014 qui ont atteint ce que j'appellerais l'ataraxie du basket. Donc, l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. En fait, c'est une espèce de doctrine qui fait que vous avez une absence totale de trouble, que ce soit physique ou psychologique. Donc, en gros, vous êtes en train de planer. Et pour moi, les Spurs, ils avaient atteint cette ataraxie du basket effectivement en 2014 où
ils étaient à un niveau, ils étaient complètement on fire. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Ils ont atteint un niveau où il y a tout rentre, il n'y a pas d'erreur. On est sur un nuage, on est dans une autre on est dans une autre galaxie. On est complètement en train de planer sur une rencontre. Donc il y avait ces Spurs 2014, je vous en avais déjà parlé, mais pour moi, les Lakers de 2001 qui finissent champions avec un bilan de 15 victoires pour une défaite, avaient atteint aussi ce niveau-là en termes de basketologie où effectivement ils ont tout broyé sur leur passage et ils jouaient vraiment à un niveau très 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 impressionnant. Et puis il y avait aussi les Bulls de 97-81, enfin les Bulls du titre de 97 et de 98 face au Jazz. Dans les deux cas, c'était vrai des deux côtés. C'était vrai du côté d'Utah, c'était vrai du côté de Chicago, où c'est pareil, on était face à deux équipes qui s'affrontaient, qui étaient composées de joueurs qui jouaient ensemble depuis de très nombreuses années, avec le même coach, avec les mêmes systèmes, et on avait atteint un niveau de maîtrise et de connaissance entre les joueurs sur le terrain qui était extrêmement élevé, et ça a proposé, en termes de basketologie, vraiment des matchs absolument extraordinaires. Alors, question de Théo Campinci. Sachant que tu as joué aux US, j'aurais aimé savoir, comment as-tu eu l'opportunité d'aller là-bas et de jouer au basket là-bas? Alors, effectivement, j'ai fait un programme d'échange universitaire dans ma 3e année d'études. Je ne suis absolument pas parti pour jouer au basket. Je suis parti dans le cadre d'un programme d'échange pour développer un peu mon anglais et accessoirement apprendre des choses. Il se trouve que je suis tombé dans une université qui avait un programme basket de qualité. Entraîné par un coach qui s'appelle Harry Statham, regardez sur internet, c'est le coach le plus victorieux de l'histoire du basket universitaire. J'étais tranquillement en train de faire des tirs sur le playground de l'université, du campus. Et un des joueurs de l'équipe m'a dit, écoute, tu as l'air de te démerder, viens, pourquoi pas faire un essai, faire un workout, parce que nous, on a des joueurs blessés et on a des joueurs qui sont ce qu'on appelle red shirt, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de s'entraîner avec l'équipe, de faire l'année académique, mais de ne pas jouer les matchs, mais ils ne peuvent pas jouer les matchs. Et on a d'autres joueurs qui n'ont pas les académiques, c'est-à-dire qui n'ont pas eu au moins un C+ de moyenne générale et qui donc ne peuvent pas jouer les matchs parce qu'ils n'ont pas assez de bons résultats scolaires. Donc il y avait de la place, si vous voulez, dans le roster de l'équipe. Et j'ai fait les essais, ça s'est bien passé et c'est comme ça que je me suis retrouvé membre de l'équipe de cette université. Voilà, vous savez tout. François Dufresne, super chaîne, félicitations. Mon rendez-vous quotidien pour avoir mon bol de basketologie. Des analyses fines et une bonne pédagogie. Ma question est, y a-t-il une règle que tu souhaiterais changer en NBA? Alors effectivement, ça devient peut-être un peu redondant maintenant que je suis en train de répondre aux questions. C'est peut-être un peu redondant avec la question qu'on m'a posée sur Adam Silver. Mais effectivement, pour moi, la première règle que la NBA doit changer, c'est la règle du basket interférence, de la lutte au rebond offensif. Il faut pour moi que dès que le ballon ait touché le cercle, on puisse l'attraper, que ce soit pour un rebond offensif ou un rebond défensif, comme c'est le cas en FIBA. Question de champ général. Félicitations pour cette longévité. J'ai 3 petites questions. Alors non, on ne peut en garder qu'une. On ne peut en garder qu'une. C'était la première que je voulais garder. Peux-tu nous dire où tu pioches tes sources pour tes analyses statistiques? Eh bien, le site de la NBA est très bien fait. Il est très complet, il y a beaucoup de stats. Je vais aussi également sur Basket Référence, qui est un peu la bible de compilation de toutes les stats, sur 82games.com et sur NBA Miner. Avec ces sites, vous avez déjà largement de quoi trouver tout ce qu'il vous faut pour construire une réflexion sur des stats avancées. Question de Alex Chalopin. Salut Blight. Après tout ce que tu fais, ça ne t'intéresserait pas d'entraîner une équipe à haut niveau? Alors, ça m'intéresserait effectivement de rejoindre un coaching staff. Je trouverais ça très très intéressant. Maintenant, je considère que je ne suis absolument pas légitime pour entraîner une équipe et que je n'ai pas non plus les compétences pour le faire.
Donc, je trouverais ça super intéressant, mais en rentrant par la petite porte, en devenant assistant de l'assistant de l'assistant, qui en gros note les stats, hein, fait les stats ou fait un petit peu d'analyse vidéo. Mais oui, oui, nul doute que je trouverais ça passionnant. Question de Ancelin Murray. Que penses-tu de Phil Jackson et de son jeu en triangle? Alors, effectivement, j'ai sélectionné cette question parce qu'on c'est revenu de manière assez récurrente des questions sur l'utilisation du triangle du côté des Knicks et plus généralement en NBA. Est-ce que finalement le jeu en triangle a encore sa place et est-ce que les Knicks ont encore raison de l'utiliser? Alors, je suis convaincu que oui, le système en triangle a encore sa place, mais certainement pas le système en triangle que proposent les Knicks. Pour les avoir vus jouer pas mal de fois la saison passée et pour avoir encore vu quelques matchs de pré-saison de New York là en tout début de saison 2016-2017, les rares séquences que les Knicks lancent en triangle, l'exécution est vraiment catastrophique. La clé du système en triangle, c'est des bons changements de rythme, un bon spacing et de bons écrans, de bonnes prises de position, parce qu'il y a de temps en temps des petits écrans à l'opposé sur les renversements, etc. Et les Knicks ne font aucun des trois. Ils font tout à la même vitesse. Or, quand vous vous démarquez, quand il y a des changements de rythme, si à un moment vous n'accélérez pas, eh bien vous ne créez pas de séparation sur le défenseur. À l'opposé, on est censé venir poser un écran franc et massif. Là, en gros, du côté des Knicks, ça se croise. Bref, ça ne marche pas parce que l'exécution côté Knicks, elle n'est pas du tout à la hauteur. Donc effectivement, la question que là, il faut se poser, c'est est-ce qu'on abandonne complètement parce qu'on ne sait pas le faire ou est-ce qu'on se donne la peine de le faire, mais auquel cas on le fait vraiment? Voilà pour ce qui est du triangle côté Knicks, puisque c'est vraiment du côté des Knicks qu'on le voit le plus fréquemment. Si tu pouvais aller voir un match de saison régulière cette année, ça serait qui contre qui? Alors, je ne vous cache pas que les années passant, je suis de moins en moins intéressé par la saison régulière, que je trouve beaucoup trop longue et que je trouve de plus en plus inintéressante, faute de vrais chocs. C'est-à-dire que il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait des vraies rivalités. Il y avait des Knicks Pacers, il y avait des Knicks Heat, il y avait des Utah, des Lakers Kings, des Jazz face aux Lakers. Il y avait des vraies rivalités. Il y en a de moins en moins et je trouve la saison régulière de plus en plus ennuyeuse. Donc, si je devais aller voir un match, ça ne serait pas un match de saison régulière, ça serait un match de play-off. Alors, François, bravo Blight, 5 ans et je n'ai jamais été déçu, merci. Alors, il y a plein de questions, j'ai sélectionné celle-là que j'ai surlignée. Que penses-tu du milieu de YouTube Gaming qui privilégie plus l'argent que le plaisir du partage et la passion de montrer des jeux? Alors, effectivement, on sort un petit peu de l'environnement basket pour s'intéresser à l'environnement YouTube, que je trouve intéressant. Je me permets de boire. C'est du coca. Je regrette, je déplore que effectivement YouTube soit devenu, il faut l'appeler comme ça, une manne à pognon. Parce que ça va faire un peu communiste de dire ça, mais vous savez très bien que dès qu'il y a des sommes d'argent en jeu, ça se fait au détriment du contenu, ça se fait au détriment d'un intérêt purement désintéressé qui est quelque part une forme de partage. Moi, les vidéos que je fais sur Internet, vous le savez, je ne les fais pas pour gagner ma vie. J'ai la chance d'avoir un bon emploi. Et là, je le dis vraiment très sérieusement, dans le contexte actuel, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je fais un métier qui me plaît, je gagne très bien ma vie à côté. Donc, je fais ces vidéos sur YouTube par pur plaisir. Au même titre, je le fais vraiment comme si c'était pour moi de l'associatif, au même titre que quand j'étais plus jeune, j'allais jouer le samedi, le dimanche, c'était pour le plaisir. J'allais entraîner le samedi et dimanche, c'était vraiment pour le plaisir, sans aucune forme de rémunération, c'était des moments de partage. Je fais ces vidéos dans le même esprit. Et je regrette aujourd'hui que 90% des YouTubeurs, un minimum connu, parce que c'est pas le mec effectivement qui a 500 abonnés ou qui fait 250 vues, qui fait des petites vidéos comme ça, vraiment des vidéos amateurs, purs amateurs de partage. C'est pas à lui que j'adresse, mais 90% des YouTubeurs qui ont un minimum de succès
malheureusement tombent dans le piège de je vais en faire mon métier, je vais en faire ma profession et je veux gagner ma vie sur YouTube. Et je l'ai toujours dit et je le redis encore, la clé pour moi sur YouTube, c'est de ne pas en faire son activité principale, c'est de ne pas gagner sa vie sur YouTube. Parce que dès lors que vous êtes dans une démarche où vous faites des vidéos sur YouTube pour gagner de l'argent, vous tombez dans le piège de il faut que je fasse la vidéo la plus populaire qui soit. Et vous faites du Hanouna, vous faites du Arthur sur TF1 et en gros vous faites du contenu uniquement qui plaît aux abonnés. Et qu'est-ce qui plaît malheureusement souvent aux abonnés ou aux viewers? C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, de plus enrichissant, c'est bien souvent ce qu'il y a entre guillemets de plus abrutissant. Et ça, c'est un piège dans lequel je regrette malheureusement qu'on soit de plus en plus tombé sur YouTube. Alors Dieu merci, il y a encore plein de YouTubeurs talentueux qui, même s'ils en vivent très bien, n'ont pas travesti leur concept initial. Je pense à des joueurs du grenier, je pense à Antoine Daniel, qui ont continué finalement à rester entre guillemets droit dans leurs bottes, tout en proposant des contenus de qualité. Donc ça, je m'en félicite. Mais c'est vrai que sur l'aspect vraiment YouTube Gaming, des let's play, etc., il y en a beaucoup qui font ça que pour le pognon et qui du coup vont privilégier la qualité, qui vont privilégier la quantité au détriment de la qualité. Et puis de toute façon, quand dans la description d'une vidéo, la première ligne que vous voyez, c'est une ligne pour vous vendre quelque chose. Achetez ci, achetez ça, achetez ci, je vous présente ci, je vous présente ça. Vous savez à qui vous avez affaire et pour moi, passez votre chemin. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. Alors, on passe maintenant aux questions Twitter, car vous avez été très nombreux à poser des questions sur Twitter, je vous en remercie encore. Question de All Around NBA, depuis combien de temps suis-tu le basket? Donc, comme je le disais, j'ai commencé le basket en CM2, donc ça va faire un bon petit bail, ça va faire plus de 25 ans, et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la NBA. Mon plus ancien souvenir de match, c'était le All-Star Game 92, qui avait été, je me souviens encore à l'époque, diffusé sur France 3. Et oui, messieurs, dames, la NBA était, dans les années 90, diffusée sur France 3. Ça s'appelait FR3. Ils avaient diffusé le All-Star Game 92. C'est le All-Star Game où Magic Johnson revient jouer alors qu'il a annoncé qu'il était séropositif, que tout le monde était convaincu qu'il allait mourir. C'est aussi triste que ça, mais tout le monde est convaincu que son All-Star Game, c'est la dernière fois qu'on le verra sur un terrain, c'est peut-être même la dernière fois qu'on le verra entre guillemets en public. Tout le monde est convaincu qu'il va mourir et c'est un super match et ça finit avec Magic Johnson qui affronte Jordan en 1 contre 1, qui affronte Isaiah Thomas en 1 contre 1. C'est un match absolument culte et évidemment quand vous êtes un gamin que vous voyez ça, mais vous vous dites mais c'est génial, je veux faire ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, Pims me demande, compterais-tu faire une rencontre abonnée un jour? Alors, ça n'est pas prévu pour l'instant, parce que malheureusement, comme vous le savez, faute de temps, faute de logistique, faute de salle, faute de structure, et faute de savoir aussi si j'arriverai à faire déplacer du monde, c'est pas quelque chose que j'ai prévu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, Red One me demande, qu'est-ce que tu attends de la prochaine saison? Qu'est-ce qui fait de toi un fan de basketologie? Alors, qu'est-ce que j'attends de la prochaine saison? Pas grand-chose, malheureusement. J'ai très très peur que la saison prochaine soit une saison assez triste. Parce que je suis quasi convaincu que la saison va être trustée par les Warriors et les Cavs. Il y a assez peu d'autres équipes finalement qui sont en capacité sur une série de playoffs, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, de faire tomber ces deux grosses locomotives. Donc j'ai peur qu'on se retrouve effectivement avec une saison régulière vraiment peu intéressante et trustée par ces deux équipes. Le semi-marathonien me demande, penses-tu que DeAndre Jordan, Howard et Drummond vont réussir 2 lancers francs à la suite cette saison? Non, je ne le pense pas. Question de Victor. Quel est ton plus beau souvenir que le basket a pu t'apporter dans ton expérience perso ou en suivant la NBA? Alors effectivement, question très intéressante de Victor. Alors je n'ai pas... on a l'impression que c'est une réponse toute faite, mais je n'ai pas vraiment un souvenir qui me revient en tête. Mais ce que je peux vous dire, et je vous le dis très, très sérieusement, j'ai eu la chance de jouer en match officiel au basket sur 3 continents différents. Et grâce au basket, j'ai pu effectivement faire des super rencontres. C'est un formidable
outil de socialisation. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un endroit, vous connaissez personne, et finalement, vous arrivez à trouver des points communs autour d'une balle orange avec d'autres personnes qui, finalement, vous vous rendez compte, ils ont les mêmes centres d'intérêt que vous, eh bien, c'est formidable. Donc, je ne saurais que trop vous recommander de faire un sport collectif, de voyager. Les voyages forment la jeunesse. Et de vous rendre compte que finalement, à l'autre bout de la planète, eh bien, il y a quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous, qui n'a pas la même langue que vous, qui n'a pas la même religion que vous, et qui pourtant eh bien, partage finalement les mêmes valeurs que vous. Et ça, je trouve ça génial. Alors, Frédéric demande, qui noue tes cravates? Question sérieuse. Personne, c'est pour ça qu'elles sont dégueulasses. Kaiser, qui est pour toi le meilleur joueur all-time non bagué? Très intéressant. Donc, qui est le meilleur joueur à n'avoir jamais gagné le titre? Je reformule. Pour moi, c'est John Stockton. Ciao El Fenomeno qui me dit: salut Monsieur Basketologie, quel était ton style de joueur quand tu pratiquais le basket en club? Alors en gros, à qui je pouvais ressembler quand j'étais en club? Alors j'étais ce qu'on appelle un D&3, c'est-à-dire que j'étais un espèce de Bruce Bowen qui ne faisait que défendre comme un mort de faim, et quand de temps en temps il y avait un renversement de balle sur lui, mettait un 3 points. Voilà quel genre de joueur j'étais. Coucou Blight, question de Heather. Un retour de Blight Racket Blight raquette les Lakers. Alors oui, on les a un peu raquettés. Enfin, ils sont raquettés tout seuls. Non. Est-ce qu'en gros, on va reprendre la série Blight rachète les Lakers? Oui. Question de Simon Barreto. Je t'avais déjà posé la question lors de la précédente FAQ, mais quid de ton futur livre? Sur quel sujet? Alors effectivement, c'est un projet que j'aurais beaucoup aimé voir. Se développer. Ça aurait été de vous proposer effectivement un livre. J'ai plusieurs sujets en tête. Ma seule problématique, c'est toujours la même, c'est que pour pouvoir vous proposer quelque chose de qualité, il faudrait que je prenne 6 mois, voire 1 an de congé. Et malheureusement, ou heureusement, ou je ne sais pas, je ne suis pas en capacité de me mettre 1 an à l'arrêt, parce que voilà, il faut nourrir sa famille, il faut se loger, il faut se nourrir. Donc, mis à part en mettant en place un système collaboratif où on demanderait un financement participatif qui me permettrait de ne pas travailler pendant 6 mois, 1 an, mais ça m'embête moi de demander de l'argent. J'imagine alors c'est une démarche qui est louable dans plein de projets, mais dans les projets que j'aimerais vous proposer, ça m'embêterait. Donc effectivement, c'est dans un coin de ma tête, mais présentement, sur le plan logistique, ça serait un petit peu compliqué à mettre en place. Babas me demande, on repart pour 50 plus, continue comme ça. Et cette question de Babas, c'est la dernière question de cette FAQ, et je voulais vous la proposer en dernier parce qu'effectivement, ça va parler un petit peu du futur. Alors, en toute honnêteté, je vous le dis très sincèrement, j'ai été à 2 doigts d'arrêter l'année dernière. J'ai été à 2 doigts d'arrêter l'année dernière parce que je n'avais plus vraiment l'envie. Et je pense que ça s'est ressenti parce que j'ai proposé moins de vidéos, parce que je n'avais vraiment plus le temps. Et que, dites-vous bien que dès que j'ai du temps libre, que je ne suis pas avec ma femme, comme aujourd'hui, je fais des vidéos. Donc ça me prend vraiment tout mon temps libre. Et arrivé un moment où si vous n'êtes pas super motivé parce que vous avez envie de parler de système de basketologie, vous avez envie de porter un message, si vous n'avez plus cette motivation-là, c'était compliqué. Donc je ne vous cache pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit que j'allais arrêter. Là, avec la sortie du NBA 2K17, que je trouve vraiment super sympa, que ce soit dans les tactiques, dans la façon de jouer, dans les modes de jeu, le MyPlayer a regagné un petit peu en intérêt, le MyGM est dans la continuité de ce qu'il était, mais il est sympa, mais dans le gameplay, globalement, le jeu est vraiment plaisant, c'est un peu basketologique, donc ça me plaît bien. Donc ça me donne envie de continuer. Maintenant, si je repère entre guillemets un petit peu de motivation, je ne sais pas
effectivement si j'aurais encore la force de continuer, parce que mon emploi du temps, comme je vous le disais, fait qu'il faut être super motivé pour le faire. Donc pour l'instant, on est là, on est ensemble. Où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait. Toujours est-il que si on est toujours là, eh bien je peux vous garantir que le meilleur est à venir et que les 5 prochaines années seront les 5 meilleures années de la chaîne, parce que moi je suis quelqu'un d'optimiste et je considère que le futur sera toujours mieux que le passé. Donc pour le prochain quinquennat, attention, c'est la main sur le cœur que je vous le dis, pour le prochain quinquennat de notre Blight national, de la présidence nationale, ça ne sera pas l'alternance, ça sera toujours moi. Mais j'essaierai de vous proposer toujours plus de basketologie, toujours plus de fun, parce qu'on est aussi là pour s'amuser. Et puis toujours plus, effectivement, de volonté de vulgariser un sport qu'on aime tant. Et je sais que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre dans cette démarche, et ça, j'en suis très très content. Voilà pour cette vidéo FAQ spéciale 5 ans de la chaîne Blight Slack NBA 2K. Je vous remercierai jamais assez d'avoir été à mes côtés pendant ces 5 années. Merci de votre fidélité, merci de votre participation, vos commentaires, vos encouragements, vos critiques, parce que je sais qu'elles sont toujours constructives et qu'elles me permettent de vous proposer du contenu toujours plus, je l'espère, riche et de qualité. Maintenant, je vous souhaite à tous une très très bonne saison 2016-2017, plein de belles choses à vivre ensemble, et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite de nos sagas dans le mode MyGM, dans le mode MyPlayer, des vidéos d'analyse, des vidéos de la basketologie, des vidéos basket tuto IRL, tuto dans NBA 2K, tuto dans ce que vous voulez. On sera là, on sera toujours ensemble. Merci encore de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.